Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 19h50 et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité de ce 3 janvier, unité, cohésion et paix, les guides religieux ivoiriens ont été présentés leurs vœux à la nation à l'entame de la nouvelle année. Réaction dans ce journal des responsables des PME après l'annonce de la réduction du temps de paiement de leurs factures par le président de la République dans son discours à la nation. Et puis, brouille diplomatique entre le Burkina Faso et la France. Le Burkina demande le départ de l'ambassadeur français en poste à Ouagadougou. À l'entame de la nouvelle année, il est de tradition de souhaiter les vœux. Tradition à laquelle n'ont pas manqué les chefs et guides religieux chrétiens et musulmans de Côte d'Ivoire. Ils ont exprimé leurs vœux de voir une Côte d'Ivoire plus unie dans la cohésion et la paix. Pierre Dipomélin. La fin d'année 2022 a été marquée par des prières dans les églises, les temples et synagogues à travers le pays. Le pardon, la tolérance, l'amour et la paix ont été les maîtres mots. À l'entame de la nouvelle année, le président du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire a dit ses vœux de voir la réalisation des projets de paix pour le pays. Lorsque vous annoncez 2023, c'est 2 plus 2 égale 4 plus 3 égale 7. C'est le chiffre de Dieu, c'est le chiffre divin. Et Dieu va marquer cette année pour le bonheur de notre peuple. Que tous les projets déjà enclenchés s'achèvent avec bonheur. Que les projets qui sont dans nos cœurs puissent se réaliser. Et que chaque famille soit bénie. Que chaque membre de cette société qui constitue la Côte d'Ivoire soit béni. Et que chaque institution soit source de bénédiction pour le peuple. Dieu le fera parce que sa parole est la vérité. Se joignant aux cantiques qui ont rythmé les messes de fin d'année, le père Éric Norbert Abécan évoque la grâce de Dieu. Nos frères musulmans disent « Assalamu alaikum ». Nos frères juifs disent le shalom. Shalom, c'est la paix. Ça englobe tout. La paix, c'est la santé, c'est la joie de réussir professionnellement, la joie de réussir dans son foyer, la joie de réussir dans ses études. C'est un tout. Alors c'est ce que je souhaite à vous tous, à vous toutes. Paix, joie, bonheur vous accompagnent tout au long de cette année nouvelle 2023. Au nombre des personnalités religieuses qui ont formulé des vœux pour la Côte d'Ivoire, le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, qui lui aussi fait une prière pour la Côte d'Ivoire. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, je voudrais, à l'occasion du nouvel an 2023, vous présenter à toutes et à tous, au nom de l'ensemble de la communauté musulmane et à mon nom personnel, les vœux et les meilleurs souhaits afin que l'année 2023 soit une année de bonheur et de prospérité spirituelle, matérielle et morale pour chacun et chacune de nous. J'implore Allah, le miséricordieux, de protéger notre pays, la Côte d'Ivoire, contre le mal de la division, de l'intolérance et des querelles inutiles. J'implore Allah, le miséricordieux, afin que tous les habitants de ces pays soient dans le bonheur, dans la prospérité, dans cette année 2023. L'année 2023 sera marquée par des élections locales. Le rôle des chefs religieux pour l'apaisement du climat politique et social est très attendu. Le président de la République s'est montré optimiste sur les performances économiques de la Côte d'Ivoire pour l'année 2023. Sur le plan économique, une croissance de 7% en moyenne par an est prévue sur la période 2023-2025. Une ambition réalisable au vu des conditions favorables dont bénéficie la Côte d'Ivoire. Nadia Eja, Eric Kimou. Première puissance de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la Côte d'Ivoire prévoit maintenir une croissance de 7% en moyenne par an de 2023 à 2025. Un taux positif favorisé entre autres par l'attractivité globale du pays,
qui prend en compte l'indice de sécurité, la capacité d'accueil, la culture et la stabilité politique. La Côte d'Ivoire, effectivement, depuis 2011, est un pays stable au plan institutionnel. Toutes les institutions sont en place. Et ça n'a rien à voir avec le coup d'État hebdomadaire auquel on assiste dans les pays de la sous-région. Nous avons une stabilité institutionnelle. Vous voyez bien que nous avons une sécurité physique des biens et des personnes. L'hospitalité, avec toutes les grandes réunions qui se tiennent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui attirent du monde, de par le monde. Vous voyez, donc cette activité, cette boulimie culturelle, et donc qui est aussi un facteur d'attractivité. Tout cela va contribuer à accroître donc l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Si je m'en tiens à toutes ces conditions, je dirais favorables, qui se développent, effectivement, il est possible d'atteindre le taux de croissance de 7% et même plus. Sur les questions de la macroéconomie et de l'économie sectorielle, la politique en cours augure de bonnes perspectives. Le gouvernement mise sur la création de valeur ajoutée, avec une ambition de transformer par exemple le cacao et le cajou, respectivement à 50% et 30% d'ici à 2025. Aussi, malgré un taux d'endettement autour de 50%, le pays poursuit son développement et a augmenté son budget de près de 18,1% cette année. Effectivement, le pays est sur le droit chemin. C'est vrai, on parlera de l'endettement. On parlera de l'endettement. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, de mon point de vue, cet endettement semble être contrôlé. Mais en même temps, il est investi dans ce qui va créer la base du développement futur. C'est important, effectivement, qu'on continue cette lancée. Mais en même temps, comme je dis, c'est toujours bon pour éviter les chocs extérieurs, d'avoir donc un ratio où le financement interne soit plus important que le financement extérieur. Aujourd'hui, nous avons un ratio entre 50-50 entre le financement interne et le financement extérieur. Il faut arriver à un ratio autour de 60-40. À ces leviers s'ajoute le système monétaire du pays, qui permet une certaine stabilité face aux crises externes telles que la Covid-19 et la guerre en Ukraine. La Côte d'Ivoire dans le système monétaire qu'on appelle le système d'échange fixe, voilà, avec un allumage à une monnaie internationale qui est l'euro, qui est la monnaie du principal pays économique, du principal partenaire économique. Vous voyez? Donc, ceci permet d'avoir une certaine stabilité. Voilà, une stabilité monétaire, une stabilité au niveau des grands agrégats. Nous importons près de 40% de nos produits, y compris les produits alimentaires. Ensuite, nous importons tous les hydrocarbures. Donc, vous voyez bien que si nous étions dans un système de change flexible, il y aurait eu deux effets. L'effet prix et l'effet taux d'échange. Aujourd'hui, nous n'avons que l'effet prix. C'est pour ça que le taux d'inflation est monté de 2 à 5%, parce que nous sommes, disons, protégés de l'effet taux d'échange. Oui. Donc, cette stratégie monétaire nous permet donc d'éviter un certain nombre de chocs dans la situation actuelle de notre économie, puisque nous sommes importateurs nets de toutes ces choses dont nous avons besoin tous les jours. Si nous étions effectivement, nous produisions toutes ces choses-là nous-mêmes, effectivement, il y aurait eu un autre ajustement monétaire sans doute. Mais aujourd'hui, dans la situation actuelle, je pense que c'est ça la bonne stratégie. Avec ces indicateurs au vert, la Côte d'Ivoire est sur une bonne lancée. Le président de la République, Alassane Ouattara, l'a également annoncé au cours de son traditionnel discours à la nation. Il a instruit le gouvernement pour la réduction du délai de paiement des factures des PME à 1 mois, une mesure par laquelle il invite les jeunes à participer encore plus activement au développement de la Côte d'Ivoire. Comment les entrepreneurs accueillent cette annonce et quels en sont les enjeux pour le fonctionnement de leurs entreprises? Éléments de réponse dans ce reportage de Mardoché Kouassi et de Fulgence Kissédou. Fousseni Diakité, entrepreneur dans le domaine du café cacao, peut avoir le sourire en ce début d'année. Il a appris le 31 décembre dernier, comme ses autres camarades entrepreneurs, la réduction du délai de paiement des factures des marchés publics à 1 mois. Une annonce dont la mise en œuvre va soulager leur trésorerie. C'est une très bonne nouvelle pour nous entrepreneurs, parce que habituellement quand on traite les marchés d'État, il faut par moment attendre des mois et des mois pour payer les salariés, on a tout un problème. Parce que pour nous qui n'avons pas assez de marché, quand l'argent est bloqué pendant des mois, ça faisait que
on ne pouvait pas exécuter d'autres marchés, on était obligé d'attendre que l'argent soit décaissé pour exécuter un prochain marché. À travers cette annonce dont la mise en œuvre devra s'étendre aux sociétés d'État et aux établissements publics nationaux, le chef de l'État veut donner à ces entreprises les moyens de mieux jouer leur rôle dans la croissance économique du pays. Une mesure qui répond en partie aux demandes des fêtières de PME. Elles espèrent d'ailleurs sa concrétisation rapide. C'est un ouf de soulagement pour de nombreux entrepreneurs qui va permettre justement la croissance de ces entreprises-là parce qu'une entreprise, elle naît, c'est pas pour mourir. Et donc, nous aurons ces entrepreneurs-là qui pourront également payer leurs fournisseurs. Donc, c'est toute une chaîne qui est sauvée si vraiment cela est mis en place et suivi réellement. C'était en tout cas parmi les éléments de plaidoyer qu'on avait posés lors des échanges avec le gouvernement. Et on le remercie pour cette mesure assez importante et très, très, très bienvenue. Et on continue aussi d'aspirer que les délais entre privés aussi soient encadrés pour permettre aux PME d'être soulagées. Pour rappel, le Conseil des ministres avait adopté il y a un peu plus d'un an des délais de règlement de factures des prestataires de l'État qui se présentaient comme suit: 30 jours pour les factures de moins de 30 millions de francs CFA, 60 jours pour les factures dont les montants sont compris entre 30 millions et 100 millions de francs CFA, et 90 jours pour les factures supérieures à 100 millions de francs CFA. Et à présent, direction le département de Diokoué, dans le village de Fengolo-Rémicro, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Comment y a-t-on célébré le Nouvel An? Nos reporters nous plongent dans une ambiance en zone rurale marquée par le partage et la solidarité. Pierre Dipomela. Rémicro, premier jour de l'an. Tôt le matin, on s'affaire déjà dans la cuisine. Le mets de prédilection, le foutou à base d'igname, accompagné de diverses sauces. Gnangnan, guaguassou, pistache et l'immanquable gibier. En attendant le service du repas, les bambins dans leurs plus beaux habits paradent dans les ruelles du paisible village, présentant leurs vœux au passage. Ici, pas de salon de coiffure. Les tresseuses du village font l'affaire. Après la cuisine, s'ensuivent des échanges de plats entre familles et voisins, une tradition du partage dans nombre de villages africains. Il est 13h. Le repas d'ensemble se prend au foyer avec le chef du village, occasion de communion entre les populations. Vraiment, on s'amuse que l'année 2024 nous trouve à l'amiable. Aujourd'hui, j'ai fait une sauce guaguassou avec les ignames précoces. C'est ce que j'aime à faire pour donner à mon mari chaque fois. Comme c'est la fête. Nous vivons tous ensemble, avec tous les ethnies différents. Le Mossi, le Baoulé, le Djoula, le Béninois, le Lebi. Tous les ethnies qui sont à Rémicro, nous vivons ensemble, sans problème entre nous. Et chaque année, le chef du village nous invite au foyer. Tout le monde se déplace à son petit manger, on mange ensemble, on danse un peu et chacun rentre chez lui à la maison. Le chef du village, lui, saisit l'occasion pour porter la principale doléance des villageois, l'électrification de Fengolo-Rémicro. On se réunit comme ça pendant le premier jour de l'année. J'appelle toute ma population, Issoua Guéré, Moré, Manéké, Baoulé, toutes les communautés vivant à Rémicro, et on partage le même repas ensemble pour vivre, pour renforcer la cohésion sociale et la paix. Un grand village comme Rémicro, qui contient plus de 274 ménages, qui fait plus de 2700 populations, mais nous sommes toujours encore dans l'obscurité. Je profite de ce petit micro pour dire au président de la République de regarder nous aussi. On est beaucoup, on a besoin de la lumière. Pour le reste, place à l'animation du village, marquée par un tournoi de petits poteaux. Gaieté et convivialité dans ces hameaux reculés de Fengolo-Rémicro. On l'avait appris vendredi, les 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis juillet 2022 ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle et 2 millions de francs CFA d'amende. Les 3 femmes qui faisaient partie de ce groupe, libérées depuis septembre dernier pour des raisons humanitaires, ont été condamnées par contumace à la peine de mort. Comment cette condamnation est-elle perçue des Ivoiriens? Réaction dans cet élément de Salif Yalikoué et Eric Kimo. Vendredi dernier, la cour d'assises à Bamako au Mali a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et 2 millions d'amende les 46 soldats ivoiriens poursuivis entre autres pour association de malfaiteurs, attentats et complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective
ayant pour but de troubler gravement. Dans les rues de la capitale économique, on regrette cette décision qui pourrait entacher les relations entre les deux pays. C'est pas normal qu'ils restent 20 ans de prison parce qu'ils n'ont rien fait. Quelqu'un emprisonné 20 ans de prison, condamné, non, c'est pas bon. Je plaide que les autorités maliennes, même s'ils ont commis des infractions, que ce soit réglé politiquement. Concernant la condamnation de ces soldats ivoiriens au Mali, je trouve que c'est un peu triste parce que le linge sale a été toujours lavé en famille. Mais là, aller jusqu'à une condamnation, je pense que le linge sale a été dévié, n'a pas été lavé en famille. Avec ce que nous avons suivi à la télévision, je pense que les autorités maliennes devaient quand même tenir compte des démarches diplomatiques, des négociations qui ont été faites, parce qu'on avait vu qu'une délégation ivoirienne était allée rencontrer, voilà. Donc on s'est dit que l'affaire allait connaître un dénouement heureux. Et à notre grande surprise, ils ont été condamnés à 20 ans de prison. Je pense que ce n'est pas normal. Il faudrait qu'ils revoient leur copie et qu'ils reviennent à la raison pour permettre à nos deux États de continuer de fraterniser. Lors du discours à la nation du Nouvel An prononcé le 31 décembre dernier, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, affichant un optimisme, rassurait que ses compatriotes seront de retour à Abidjan bientôt. Quant à l'homme fort de Bamako, il ne s'est pas prononcé sur la question lors du traditionnel discours. Une délégation ivoirienne conduite par le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara, avait séjourné à Bamako. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avait donné jusqu'au 1er janvier au Mali pour libérer les 46 militaires ivoiriens accusés par Bamako d'être des mercenaires. Et à présent, un mot de diplomatie avec cette brouille entre la France et le Burkina Faso. La junte burkinabé demande le remplacement de l'actuel ambassadeur de France, Luc Lahalbe. Une exigence qui fait suite à une note du diplomate français priant ses compatriotes d'éviter les zones rouges du centre-ouest du pays dans le viseur des mouvements terroristes. Thierry Danger. À peine un mois après, la chef du système des Nations Unies au Burkina Faso, les autorités de la transition burkinabé, ne veulent plus de l'ambassadeur de France, Luc Lahalbe. Dans une correspondance, Olivia Rouamba, chef de la diplomatie du Faso, demande au Quai d'Orsay de changer d'interlocuteur, une manière de réclamer le départ du diplomate français sur le sol burkinabé. Les raisons de cette requête ne sont certes pas dévoilées dans la note, mais plusieurs sources soutiennent qu'elles sont en partie liées à une lettre envoyée par Luc Lahalbe aux ressortissants français de Koudougou le 12 décembre 2022. Dans ce courrier, l'ambassadeur invitait avec insistance ses compatriotes habitant cette ville située à 100 km à l'ouest de Ouagadougou de se relocaliser dans la capitale, ou à Bobo-Dioulasso, dans le sud-ouest du pays. Ouagadougou, qui y voit une manière d'alimenter le sentiment d'insécurité généralisée dans le pays, l'a alors déclaré persona non grata, avant de demander son changement. Toujours au Burkina Faso, 28 corps sans vie ont été découverts à Nouma, dans le nord-est du pays. Selon une organisation locale de défense des droits humains, les volontaires recrutés pour soutenir l'armée dans la lutte contre le terrorisme seraient à l'origine des exactions qui ont été commises dans la nuit du 30 au 31 décembre dernier. Le gouvernement, de son côté, annonce l'ouverture d'une enquête pour faire toute la lumière sur les événements. Thierry Danger. Les VDP, volontaires pour la défense de la patrie, au centre de la polémique. Ces nouveaux supplétifs de l'armée burkinabé sont accusés d'avoir tué dans la nuit du 30 au 31 décembre dernier 28 personnes dans le nord-ouest la veille du Nouvel An, précisément à Nouma, chef-lieu de la province de Kossi. Cette dénonciation est portée par une organisation de défense locale des droits de l'homme. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, qui relève que des civils armés se revendiquaient être des VDP, se livre librement à des pillages organisés et à des exactions ciblées sur des populations civiles sur un fond de délit de faciès et de stigmatisation. Déplorant les faits dans un communiqué, le gouvernement fait savoir qu'une enquête avait été ouverte pour élucider les circonstances du drame et situer toutes les responsabilités avant d'appeler l'ensemble de la population au calme en attendant que toute la lumière soit faite sur ces violences inacceptables. Pour rappel, les supplétifs mis en cause ont été enrôlés pour appuyer l'armée dans la lutte contre le terrorisme suite à un recrutement du pouvoir issu du putsch du 30 septembre mené par le capitaine Ibrahim Traoré. À terme, 90 000 VDP ont été retenus sur un besoin exprimé au départ
de 50 000. Le Brésil a rendu un dernier hommage à celui qu'on appelait le dieu du football après une veillée massive de 24 heures au stade Vila Belmiro de la ville brésilienne de Santos. La dépouille d'Edson Arantes do Nascimento, connu sous le nom de Pelé, a été conduite dans un camion de pompiers à travers la ville qu'il a vu grandir et devenir un géant du football. On estime que 230 000 personnes sont venues au stade pour rendre un dernier hommage à Pelé et des dizaines de milliers d'autres dans les rues. Les Brésiliens, avec à leur tête le président Luiz Inácio Lula da Silva et le monde du football, ont rendu un dernier hommage à Pelé au stade de Santos, son ancien club. Décédé 5 jours plus tôt à l'âge de 82 ans, l'icône du football mondial a été inhumée dans un mausolée au sein du plus grand cimetière vertical au monde, un immeuble de 14 étages avec vue sur le stade du Santos FC. Je pense que le monde doit beaucoup à Pelé, en particulier la dignité d'un homme qui est né pauvre, noir, dans un pays où les préjugés sont très présents et Pelé ne s'est jamais soucié de cela. Il a toujours su être Pelé, le meilleur et le plus humble. Le cercueil où repose la dépouille du roi Pelé a parcouru mardi les rues de Santos dans un cortège funèbre salué par la foule à l'issue de la veillée qui a attiré plus de 230 000 fans dans le stade des premiers exploits du footballeur brésilien. Tous saluent la mémoire de cette icône. Je voulais honorer quelqu'un qui est très important pour moi, dire au revoir à quelqu'un que je ne connaissais pas, mais qui semblait être quelqu'un de très important. La légende brésilienne a inscrit 1091 de ses 1283 buts sous le maillot blanc-noir du club mythique du FC Santos. Considéré comme le plus grand footballeur de l'histoire, il est le seul à remporter la Coupe du Monde à 3 reprises en 1958, 1962 et 1970. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur NCI.